Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos éditorialistes Gracien Roukindikiza, Jean-François Akanji-Kondé et Mahamé Traoré. L'actualité économique à présent en République démocratique du Congo. 168 millions de dollars américains ont été injectés au premier semestre 2016 pour faire face à la demande et lutter contre la surchauffe sur le marché d'échange. Une réorientation de la politique économique du pays s'impose désormais pour maîtriser la situation dans un pays qui importe presque tout. Explication dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En RDC, une réorientation de la politique économique visant à stimuler la production intérieure s'impose face à la rigidité des importations vécues dans un contexte de l'offre de devises encore faible. L'intervention de la Banque centrale du Congo sur le marché d'échange en vue d'accroître l'offre de devises s'est avérée être une solution conjoncturelle face à ces problèmes structurels. La rigidité des importations fait que, malgré la baisse de l'offre de devises, on doit consommer. Et pour permettre aux entreprises d'importer et approvisionner le marché local, il faut des devises. Et les devises manquent sur le marché. La Banque centrale doit intervenir pour fournir des devises aux gros importateurs, ceux de produits de première nécessité. De telle sorte qu'on intervient, quelques temps après, le besoin se reconstitue. Nous sommes intervenus en février, en avril et encore au 27 juin dernier. La surchauffe sur le marché d'échange a été très remarquable au mois de juin 2016. Cependant, le comité des politiques monétaires de la BCC a décidé de maintenir sa politique monétaire actuelle qui fixe les taux directeurs à 2% alors que les coefficients de la réserve obligatoire sont fixés respectivement à 10 et 9% pour les dépôts en devises et 2 à 0% pour les dépôts en monnaie nationale. Nous avons enregistré un taux de dépréciation de 3% au mois de juin au niveau de l'interbancaire où le taux s'est fixé à 984 francs congolais, le dollar venant de 954. Et au parallèle également, le glissement s'est poursuivi parce que l'on a coté au 30 juin 1032 francs congolais, le dollar venant de 987. La monnaie congolaise a connu une dépréciation de 3 à 4,4% au mois de juin 2016. Pour lutter contre cette dépréciation et répondre à la demande, la Banque centrale du Congo a injecté un montant de 50 millions de dollars, portant à 168 millions de dollars le montant total de devises injecté au cours du premier semestre de l'année 2016. Gracien, qu'est-ce qui a provoqué la surchauffe du marché de change en République démocratique du Congo? Tout d'abord, il faut dire qu'en République démocratique du Congo, c'est qu'ils ont pratiquement abandonné, entre guillemets, la gestion de la monnaie, la politique monétaire du franc congolais. On dirait c'est comme s'ils géraient les dollars. Ils n'ont pas fait jusqu'au bout comme les Zimbabwéens qui ont abandonné leur monnaie pour adopter le dollar américain. Mais eux, au Congo, en République démocratique du Congo, c'est le dollar, en fait, on a l'impression qu'on gère le dollar. Et de ce fait, il y a beaucoup de demandes, il y a moins d'exportation pour avoir les devises en retour. Parce qu'on sait bien comment on gère les mines au Congo. Il y a des mines qui partent en franchissant les frontières comme si c'était au marché noir. Et ils importent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de consommation. Il y a que ce soit l'investissement, que ce soit au niveau de la consommation des ménages. Donc, ils ont besoin de payer avec les dollars. Et de ce coup, les commerçants sont obligés d'aller sur le marché, s'approvisionner de ces dollars. Comme il en manque, pour faire baisser la pression, l'État, la Banque centrale, est obligée d'injecter les dollars qu'elles ont dans les coffres. Ce qui fait qu'on alimente le marché, mais on vide en même temps les caisses des banques centrales, ce qui est un grand problème de ce pays. On peut se retrouver avec une inflation énorme. On peut évoluer à la situation zimbabwéenne. Quelle est la bonne solution finalement, Jean-François ? Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Je constate simplement que le problème du Congo se retrouve dans beaucoup de pays avec un tout petit peu moins d'incidence dans les zones CFA par exemple, mais on n'est pas très loin. C'est-à-dire que les monnaies africaines n'ont pas le caractère de monnaie internationale d'échange. C'est ça la difficulté. Aujourd'hui, dans le monde entier, vous avez le dollar d'abord.
Vous avez un peu l'euro, vous avez le yen. Les monnaies africaines aujourd'hui, en particulier au Congo démocratique, ne sont pas vraiment des monnaies d'échange en dehors du pays. Et ce phénomène qu'on décrit ici, c'est un phénomène que j'ai toujours connu. Au Congo démocratique, même à l'époque de l'ancien Zaïre, où la rumeur voulait que le fonctionnaire, celui qui va toucher sa paye à la fin du mois, doit amener plusieurs valises pour pouvoir y mettre la monnaie. C'est parce que le phénomène économique a expliqué Gratien. Donc je ne sais pas quelle est la solution. Mais il faudrait quand même un jour que nous, Africains, qui avons les moyens de battre monnaie et de construire des monnaies fortes, nous décidions ensemble d'y aller. Mahamé, quel est votre point de vue? Ce qu'il faut noter surtout, c'est que, comme on l'a dit dans le reportage, c'est un pays qui importe presque tout. Donc, en allant sur le marché international pour s'approvisionner, il faut venir avec une monnaie qui est reconnue sur le marché international, ce qui n'est pas le cas pour le franc congolais. C'est ça la principale difficulté. Il y a cet aspect-là. Il y a l'autre aspect, c'est que le poids de ces économies, surtout certaines économies africaines, quand on le regarde, on voit qu'à part le pétrole qu'on exporte, et on sait par quel labyrinthe l'argent du pétrole passe avant d'arriver dans les caisses de l'État, ce n'est pas de l'argent qui circule vraiment dans le pays. Donc c'est ça aussi qui peut expliquer tous ces désordres-là. Merci Mahamé. Autre info économique en Guinée, le géant minier anglo-australien Rio Tinto a annoncé son retrait du projet de la mine de fer de Simandou. Raison évoquée, la baisse des cours des matières premières. Alors quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision sur le secteur minier? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Mimono. Simandou, le méga projet minier d'envergure mondiale situé dans le sud-est de la Guinée, ne démarrera finalement pas en 2018 comme prévu initialement. Le principal partenaire Rio Tinto décide de mettre en veilleuse l'exploitation de cette riche mine de fer à cause de la chute des cours de fer sur le marché international. Ce projet nécessitait un investissement de 20 milliards de dollars à partir de 2018. Des milliers d'emplois devraient être créés avec un important investissement dans les infrastructures. On attendait un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 à 8 millions de dollars avec une capacité, un impact réel sur le PIB de l'ordre de 5 milliards de dollars. Ça allait multiplier par 5 ou par 10 le PIB de la Guinée. Je ne vous parle pas des emplois directs, les emplois indirects et les effets induits pour le développement de la sous-région. Si le chemin de fer commençait, le port était là. La mise en valeur de la mine du site de Simandou réunissait 4 partenaires, à savoir Rio Tinto, Chainalco, la Société financière internationale et l'État guinéen. L'investissement qui était attendu en 2018 devrait multiplier par 10 le PIB guinéen et ainsi réduire de façon significative le chômage et la pauvreté. Ce projet faisait partie des programmes phares d'investissement pour le développement de l'économie guinéenne. On est surpris, du manque de projection de la part de la partie guinéenne qui n'a pas pu venir ça. Et c'est là aussi ce qui pose le problème de l'expertise, de la vision, de l'anticipation technique et politique de ceux qui gouvernent les pays pour voir qu'ils ont affaire à des géants qui ont un agenda qui quelquefois ne peut pas coller à l'agenda qu'ils ont pour les projets de développement parce que ce projet-là c'était un projet phare. Simandou aurait pu permettre la réalisation d'un chemin de fer long de 650 km et la construction d'un port en eau profonde dans la localité de Kamsar, située à quelques 160 km de Conakry. Il ne s'agit pas en clair d'un retrait définitif ou de l'arrêt du projet, mais d'une suspension imposée par le coût actuel du minerai sur le marché international. Il pourrait bien reprendre lorsque les conditions du marché seront réunies. Jean-François, vous comprenez cette décision du minier anglo-australien? Est-ce que les raisons évoquées vous semblent suffisantes pour abandonner un tel projet? Je ne suis pas dans le dossier, j'aurais tendance à croire ceux qui, à partir du dossier, ont pris cette décision. Mais je m'interroge tout de même, parce que si j'ai bien compris, Rio Tinto vient de décider d'investir en Australie. Et donc d'exploiter en Australie plutôt qu'en Guinée. Donc là, il y a une difficulté quand même de compréhension. Je pense que les raisons ne sont pas seulement économiques. Et quand on nous explique que les cours ont baissé de telle sorte
sorte qu'il n'y a plus de bénéfices envisageables. Ça vaut pour la Guinée, ça vaut pour le Burkina Faso, mais ça vaut aussi pour l'Australie et ça vaut pour les États-Unis. Là, la difficulté, ça marque une de nos difficultés dans nos projets de développement, et le fait que en Guinée, la difficulté, c'est qu'il y a eu une sorte de joint venture, et unique joint venture. Vous avez un élément qui saute, l'ensemble du projet saute. Il y a d'autres modèles en Afrique, la Guinée équatoriale par exemple, sur un certain nombre de projets, nous avons vu que nous avions des lots qui étaient différents, qui étaient attribués de façon différente, c'est-à-dire une diversification des partenaires qui permet de s'en sortir tout de même, ou d'avoir surtout une analyse économique fiable par le jeu de la concurrence des acteurs. Je ne comprends pas cette décision-là, et puis je suis peiné pour nos amis guinéens compte tenu des conséquences. Mais certains observateurs pensent qu'il s'agit d'une stratégie de chantage pour faire reculer l'État dans l'exploitation de ce minerai de fer. Qu'en pensez-vous ? C'est possible, c'est possible. Maintenant, je pense que lorsqu'un partenaire rentre dans un projet, c'est qu'il doit répondre à un cahier de charges avec des obligations bien spécifiques. On ne peut pas rentrer et sortir du jour au lendemain d'un projet. Je pense qu'il aurait été aussi beaucoup plus intéressant de savoir dans quelles conditionnalités Rio Tinto aurait pu partir comme ça. Et si c'est le cas où il n'y avait pas de verrou qui lui permettait de rester dans le projet, c'est que l'État guinéen n'aurait pas bien ficeler son dossier. Donc c'est la question qui m'interpelle surtout. Justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Mahamé, Gratien, la politique minière de la Guinée, finalement, est-elle bien ficelée? Je ne pense pas. C'est un pays qui est très riche en mines, en minerais, mais qui n'en profite pas. Cela veut dire qu'il y a un problème au niveau, disons, de l'administration de ces minéraux, disons des documents au niveau juridique, et en même temps au niveau, je pense, il y a un problème aussi de calcul de rentabilité, de ficeler aussi tout ce qui doit se faire. Juste pour ajouter un point par rapport à ça, les décisions, il faut savoir que les compagnies qui investissent en Afrique, si ces compagnies estiment que s'il y a une rentabilité par exemple à moins de 10%, ces compagnies ne vont pas investir en Afrique compte tenu des risques, ils se disent des risques, et des assureurs qui disent on doit payer tel montant, alors que s'il faut investir par exemple en Australie, à 4%, ces compagnies vont investir en se disant qu'elles sont rassurées. C'est-à-dire qu'en Afrique, les compagnies, les multinationales, on devrait s'intéresser plus aux compagnies africaines, sinon les multinationales s'intéressent plus à la rentabilité à court terme en se disant on ne sait pas ce qui va se passer demain ou après-demain, alors que dans notre pays, on peut investir sur une rentabilité sur 10 ans, 20 ans, alors que chez nous les Africains, malheureusement, c'est le constat. Je suis d'accord avec Gratien, mais je vais le dire autrement. Je pense que nous avons habitué les multinationales à avoir des marges considérables chez nous, et que par conséquent, quand ils viennent, c'est banco tout de suite. Et quand on ne leur offre pas ces conditions-là, ces sociétés font du chantage. Elles font du chantage, et Gratien, du coup, on est tout à fait d'accord, mais il nous appartient à nous. Et ça, c'est une question politique. C'est aussi une négociation, c'est un rapport de force. Les ressources sont des ressources d'État, ce sont des ressources nationales. Ce ne sont pas des choses à dilapider comme ça. Dans ce siècle, au moins, réveillons-nous, nous avons les techniciens qu'il faut, nous avons les juristes qu'il faut pour ficeler des accords, notamment sur la question des pénalités que vous avez évoquées tout à l'heure, pour ficeler des accords qui tiennent la route. Et aujourd'hui, il suffit à nos chefs d'État ou à nos gouvernants, d'une manière générale, on leur annonce un chiffre. Et puis, évidemment, ils imaginent ce qui va tomber dans leur poche. Et après, tout ce que nous disons ici saute. Gratien, va-t-on vers une bataille juridique? De quel recours, de quelle alternative dispose le gouvernement guinéen à ce jour pour cette mine de Simandou? Malheureusement, c'est qu'on ne connaît pas déjà dans les détails ce qui a été signé. Parce qu'il faut savoir que ces compagnies ont des juristes de très grand renommée, donc qui viennent avec des textes. Souvent, ce sont dans les annexes où il y a... Je peux vous donner un exemple. Il y a un État, par exemple, qui a signé un contrat, mais dans ce contrat, il n'y avait aucune date du début d'exploitation.
Et donc, de ce fait, cette compagnie a laissé des années. Alors l'État s'est dit... Mais étant donné justement que la compagnie australienne quitte le projet, de quelle alternative dispose aujourd'hui le gouvernement guinéen pour exploiter ce projet? Juste sur ce point juridique, dans pratiquement tous les accords qui sont signés avec nos pays africains, ce sont les compagnies minières qui déterminent les conditions dans lesquelles les litiges doivent être réglés. Et ils ne sont pas fous. Ils soustraient les litiges, le jugement de ces litiges par nos tribunaux. Et ils mettent en place des tribunaux arbitraux. Et le principe du tribunal arbitral, c'est que la société privée va choisir son gars qui va placer là-bas chaque partie. Donc nous sommes traités comme si nous étions de vulgaires. Nos États sont traités comme s'ils étaient de vulgaires personnes privées, fussent-elles des sociétés. Très rapidement, Gratien. Oui, ce que je disais justement, si tout dépend. Si par exemple, ces sociétés, il y a des clauses de pénalité, c'est-à-dire que ces sociétés vont préférer payer les pénalités plutôt que de continuer à exploiter, ou éventuellement vont essayer de gagner du temps pour que le gouvernement soit fatigué et fasse recours à une autre société. Éventuellement, en ce cas, c'est le gouvernement qui va payer les indemnités à la société. Merci Gratien pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission qui marque la fin de cette saison. Et c'est également la dernière émission coordonnée par Othman Mohamed Mernissi qui, après 4 années au service de notre chaîne, tire ses révérences. Ce fut un immense plaisir de collaborer avec toi sur cette émission et toute l'équipe d'Africa 24 se joint à moi pour te souhaiter bonne chance pour la suite. Gratien, merci d'avoir été avec nous. Merci Graziella, bonsoir à tous et bonnes vacances à tous. Merci également Jean-François. Bon vent d'abord à Othman, avec qui nous avons travaillé, eu le bonheur de travailler sur cette chaîne pendant quelque temps. Que la terre lui soit fructueuse. Et puis au revoir Graziella. À très bientôt. À l'année prochaine. Et merci à vous Mahamé. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.